Bonjour à toutes et à tous et merci. Effectivement, c'est avec plaisir que je suis venu à Casablanca pour vous parler de ces maladies rares. Et effectivement, Patrice Cacoupe tout à l'heure vous a parlé des histiocytoses. Et en fait, moi je m'intéresse à ces deux, plus loin, cytoses, qui ont beaucoup de points communs. Ce sont à la fois des maladies inflammatoires et clonales sur lesquelles on va voir la spécificité des mastocytoses systémiques. Alors moi je suis responsable de la dermatologie à la Pitié-Salpêtrière et je suis centre de référence national qu'on appelle le CEREMAST, le centre de référence des mastocytoses, qui est une structure fonctionnant avec 3 centres de référence répartis sur la France et une quinzaine de centres de compétences qui s'occupent particulièrement des mastocytoses, sur lesquels on va revenir. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de vous parler de ces mastocytoses systémiques. Ma collègue vous parlera des aspects de mastocytose cutanée. On va revenir sur ces définitions et sur les différences qu'on peut y voir, à la fois donc pour l'aspect diagnostique et l'aspect des traitements chez ces patients. Alors, quelques liens d'intérêt. Donc, qui dit mastocytose dit mastocyte. Qu'est-ce que le mastocyte? Le mastocyte, c'est une cellule mononucléée, sentinelle du tissu conjonctif, observée dans la peau, dans les muqueuses, dans l'os, dans le système nerveux central, avec un tropisme périvasculaire et donc à l'interface immunologique avec les cellules de l'immunité dites innées et adaptatives. Et comme vous le voyez ici, elle a les caractéristiques d'être une cellule donc mononucléée avec un cytoplasme bleu et des granulations multiples qui remplissent son cytoplasme, dit basophile. Et c'est Paul Ehrlich, que vous voyez ici en photo, qui a reçu le prix Nobel, un des premiers prix Nobel, pour la découverte de ces granulations et de cette affinité tinctoriale pour le bleu de toluidine qui sert à marquer ces granulations sur lesquelles on va revenir. Donc cette cellule, c'est une cellule sentinelle résidente, mais finalement, d'où vient-elle cette cellule? Cette cellule, elle vient de la moelle osseuse. Elle exprime très précocement le récepteur KIT, qui est un récepteur activité tyrosine kinase et qui est essentiel à cette cellule et qu'elle va le garder tout au long de sa différenciation. Elle va passer cette cellule dans la circulation sanguine, puis vers les tissus cibles, où elle va être maturée à travers un bain cytokinique, tout en acquérant et en différenciant un autre récepteur que vous connaissez bien, qui est le récepteur aux IgE, aux immunoglobulines E, qui l'implique, cette cellule, dans l'anaphylaxie. On y reviendra. Donc deux récepteurs très importants, que sont ce récepteur KIT, qui est une marque de fabrique des mastocytes, qui va garder toute sa vie, et le récepteur aux IgE. Alors, cette cellule, elle est remplie d'autres récepteurs, outre le récepteur aux IgE présent ici. Vous avez des récepteurs aux agents pathogènes, des récepteurs d'adhérence cellulaire, des récepteurs à la fraction du complément, qui fait qu'elle va interagir énormément avec son milieu dans lequel elle se trouve, dans cette interface en zone périvasculaire, avec tout un tas d'acteurs cellulaires, et elle va pouvoir réagir à différentes molécules. Et si on regarde finalement cette cellule qui est très riche donc, en ces récepteurs IgE, on s'aperçoit qu'elle est capable de sécréter les granules qu'on voit ici dans ce cytoplasme, et qui vont produire tout un tas de molécules, des protéases, de l'histamine, vous la connaissez bien celle-ci, de l'héparine également, et puis d'autres médiateurs qu'on appelle cellulaires, qui vont agir sur différents organes et induire différents symptômes, comme les œdèmes, la vasodilatation pour l'histamine par exemple, mais également le prurite, des marqueurs de bronchoconstriction également qui sont bien connus, mais aussi des marqueurs de fibrose comme le TGF-bêta qui va pouvoir être sécrété, et des marqueurs
des substances cytokiniques comme l'IL6, l'IL5, qui va attirer les éosinophiles, par exemple, dans les tissus, en les attractant vers le lieu où cela est produit. Donc, un effet biologique important de ces médiateurs qui explique beaucoup des symptômes qu'on va voir ensuite. Et d'ailleurs, quand cette cellule elle est stimulée, soit avec des récepteurs, soit à travers des stimulations non spécifiques, ce qu'elle va faire lorsqu'elle rencontre un antigène, c'est de se sensibiliser, de se laisser coloniser par des anticorps anti-IgE qui se mettent sur sa membrane, et lorsque l'antigène réapparaît, faire dégranuler ce qu'on appelle cette cellule qui va libérer tous ces médiateurs dont je viens de parler. C'est ce qu'on appelle l'activation mastocytaire, qui peut être allergique, donc médiée par les IgE, ou qui peut être non allergique, médiée par d'autres récepteurs ou par des stimulations même physiques, le chaud, le froid, le stress, qui passent par des mécanismes qui ne sont pas toujours bien compris, ou voire la vibration également par des récepteurs qui ont été récemment découverts sur cette cellule. Et tout ça pour vous dire que l'activation mastocytaire est très importante, puisque c'est celle qui va occasionner, dans la pathologie dont je vais parler, un grand nombre de symptômes chez les patients. Et là, vous voyez, donc vous avez des aliments, et on les retrouvera chez les patients, qui peuvent faire dégranuler ces mastocytes, des médicaments pour lesquels il faut faire certaines précautions pour ces malades, du stress et des émotions. Nos mastocytes réagissent au stress, aux émotions. Des substances particulières, on les a vues, des facteurs physiques, les traumatismes, les interventions, les variations de température, les morsures et particulièrement les piqûres d'hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes et les abeilles. Et vous savez, ou peut-être pas, que les patients ayant une mastocytose sont très à risque de faire des chocs anaphylactiques. Et au premier rang des causes, des causes de ces chocs anaphylactiques, vous avez les morsures par les hyménoptères avec des chocs anaphylactiques qui peuvent révéler la maladie. Donc, dégranulation, plusieurs facteurs, et qui peuvent être intriqués d'ailleurs chez les malades, ce qui veut dire qu'il faut faire un interrogatoire assez lourd pour pouvoir faire la part des choses lorsqu'il y a la notion d'anaphylaxie chez ces patients. Alors maintenant, on va parler des mastocytoses, donc, qui dérivent d'un groupe hétérogène d'affection qui est lié à l'accumulation avec ou sans activation de ces mastocytes qui sont pathologiques, et on va le voir ensemble, sont pour la majorité des cas des mastocytes clonaux, puisqu'ils vont exprimer des mutations sur lesquelles on va revenir. C'est une vieille maladie, elle a été décrite par un Anglais en 1869. C'est une maladie rare, et c'est pour ça qu'elle est regroupée dans les centres de maladies rares, avec une incidence de 2 pour 100 000. Mais c'est une maladie qui n'est plus orpheline. Vous savez qu'on parle de maladie orpheline lorsqu'il n'y a pas de traitement. Or, maintenant, il y a des traitements pour ces mastocytoses, et il y a un vrai bénéfice pour ces malades. En France, on a à peu près plus de 1600 cas répertoriés dans les databases, depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on s'intéresse particulièrement à cette maladie. Et on a un groupe européen aussi, le CNM, qui collige plus largement l'ensemble de ces patients sur un plan européen. C'est une maladie qui est sporadique, ça veut dire qu'il y a peu ou pas de transmissibilité d'un adulte vers les enfants, vers ses enfants. Elle est parfois familiale, elle touche surtout les caucasiens, avec peu de cas, par exemple des Africains à peau foncée. Il y en a très très peu qui développent cette mastocytose. Mais en revanche, il y a beaucoup de Maghrébins qui peuvent développer la mastocytose. Et ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que c'est une maladie infantile qui est autorésolutive dans plus de 50% des cas à l'adolescence. Moi, je m'occupe essentiellement des patients adultes, et donc je vais vous parler des patients adultes sur l'aspect systémique du problème. Et ce qu'il faut également connaître, c'est que le spectre clinique est varié, mais en tant que dermatologue, c'est vrai que la mastocytose a pour organe cible la peau, et c'est pour ça qu'on est, je dirais, en amont de cette pathologie, puisque c'est une pathologie affichante, comme vous le voyez dans ce bouquin, cette photo de 1898. C'est peut-être un schéma d'ailleurs plus qu'une photo, où vous voyez cet enfant avec ces nodules cutanés de mastocytose. Alors, si je vous ai dit tout à l'heure que c'était une maladie clonale, pourquoi? Je vous ai parlé du récepteur KIT, qui est un récepteur fondateur essentiel aux mastocytes. Il n'y a pas de mastocytes sans récepteur KIT, et on a découvert maintenant, il y a
20 ans, que ce récepteur à activité tyrosine kinase pouvait être le site de mutation qui vont que ce récepteur va s'activer et entraîner une cascade de signalisation avec prolifération, activation des mastocytes. Alors ce qu'on sait maintenant, à travers différentes études, c'est qu'on a une mutation qui est prépondérante, qui se trouve dans le domaine intracytoplasmique des mastocytes, qui est la mutation KIT D816V, en position 816. Elle concerne la majorité des adultes, près de 90% d'entre eux. En revanche, on sait que la pathologie est également clonale chez l'enfant, puisqu'on a retrouvé également 30% de récepteurs KIT mutés chez eux, mais également 30% en dehors de ce domaine extracellulaire, notamment chez ces patients, et puis quand même 30% d'enfants qui ont la mastocytose cutanée sans mutation du récepteur KIT. Donc un polymorphisme quand même un peu différent de répartition, mais dans les deux cas, que ce soit l'enfant ou l'adulte, c'est une maladie clonale et inflammatoire. Donc c'est important de connaître ça, parce que vous allez voir que les thérapies ciblées, comme on l'a vu pour les l'histiocytose tout à l'heure, alors que ce n'est pas la même voie de signalisation, la voie qui est la KIT, et là l'autre voie c'était la voie des MAP kinases, sont importantes pour la suite. Quelle est la classification des mastocytoses? Elle a été révisée très récemment avec la OU 2022, avec une 5e édition, où vous allez avoir donc les mastocytoses cutanées qui seront détaillées par ma collègue, avec cette atteinte classique maculopapuleuse dite monomorphe, puisque toutes les lésions sont pareilles, ou polymorphe lorsque les lésions sont d'aspect et ou de taille différente. Une atteinte diffuse que je ne montre pas là, mais qui est beaucoup plus rare et qui est essentiellement chez l'enfant. Et puis le mastocytome cutané, qui est quasi aussi exclusivement chez l'enfant, avec un nodule isolé, sur lequel ma collègue reviendra très certainement. Alors, les mastocytoses systémiques, c'est l'autre grand groupe de cette classification, où vous allez avoir les mastocytoses systémiques indolentes, et là, c'est le gros lot de l'ensemble des patients. C'est celle, on le reverra, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle est indolente, elle impacte la qualité de vie avec du handicap, mais elle ne modifie pas la probabilité de survie des patients. Et puis, d'autres formes, que sont les formes plus agressives et, au bout du spectre, les formes associées à d'autres hémopathies. Et encore plus loin, les leucémies à mastocytes, dont le pronostic reste encore à ce jour très mauvais. Et enfin, vous avez des sarcomes mastocytaires extrêmement rares, mais qui font partie aussi de cette classification. Et puis le petit nouveau, c'est la forme isolée de mastocytose dans la moelle osseuse, alors qu'il n'y a pas d'excès de mastocytes détectable ou visible dans les autres organes. Ça vient d'être rajouté à cette classification, ce qu'on appelle la mastocytose médulaire pure. Alors, si on veut voir globalement comment se répartissent ces mastocytoses, il y a une autre classification qui permet peut-être d'un peu plus simplifier les choses. Il y a les mastocytoses non avancées, qui comprend les mastocytoses cutanées, les mastocytoses systémiques indolentes et les smoldering, qui sont un petit peu plus progressives, on va dire, mais qui sont quand même classées dans les indolentes. Et à côté, vous avez les mastocytoses dites avancées, qui comprennent les mastocytoses agressives, les mastocytoses associées à une autre hémopathie, et voire les leucémies à mastocytes. Mais vous voyez que c'est 90% d'un côté, 10% de l'autre. Et moi, aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler des 90% et pas des 10% qui sont les formes plus agressives. Voilà. Donc, je ne fais pas le détail de ce tableau et on va passer ensuite à quelques éléments, puisque en tant que dermatologue, on a longtemps pensé que cette maladie était essentiellement dermatologique, mais plus on est allé vers les explorations et plus on a découvert que finalement que la mastocytose cutanée isolée de l'adulte est extrêmement rare, contrairement à l'enfant, et qu'elle représente que 16% de l'ensemble des patients adultes qui consultent avec un diagnostic de mastocytose sur un registre européen de 1800 patients. Ça a pu être mis en évidence, et que alors que l'atteinte cutanée est extrêmement fréquente dans les mastocytoses,
elle peut être présente jusqu'à 85% des cas, et c'est le mode d'entrée le plus fréquent dans la pathologie et le diagnostic de mastocytose. Quels sont les critères diagnostiques de mastocytose systémique, ce qui nous intéresse aujourd'hui? Les critères sont les critères, pour pouvoir parler de mastocytose systémique, il faut un critère majeur et un mineur, ou 3 critères mineurs. Quel est le critère majeur? Eh bien, c'est la moelle. Pas vraiment de surprise. Je vous ai expliqué que les mastocytes venaient de la moelle et allaient vers les tissus. Donc, c'est là où il faut aller les chercher. Et les critères OMS renforcent la notion qu'il faut faire un myélogramme. Vous allez voir des mastocytes anormaux, atypiques, fusiformes. Vous voyez, en forme allongée de ces mastocytes qui ne sont pas bien ronds, bien différenciés, comme on l'a vu sur les premières diapositives, et qui vont être marqués lorsqu'on fait une biopsie médulaire par le marqueur CD117, qui est le marqueur KIT membranaire, qu'on peut repérer et donc qui permet de faire le diagnostic de cellules de type mastocyte, mais également d'autres marqueurs aberrants que sont le récepteur ADL2, le CD25, et nouveauté également de cette année, le marqueur CD30, qui rentre dans la classification des critères mineurs. À côté, en 4e critère mineur, vous allez avoir cette mutation ponctuelle activatrice de KIT, qui est le plus souvent la 816, mais dans quelques cas rares, vous allez avoir une modification sur un acide aminé qui va conduire à une autre base. Et donc, vous allez avoir également cette mutation qui est reconnue comme telle. Et puis, ce marqueur qui est particulier, qu'on appelle la tryptase, qui est une protéase sécrétée par le mastocyte, qui va être demandé à être supérieur à 20 nanogrammes par ml pour être un critère mineur chez ces patients. Donc, vous avez ici les 4 critères mineurs, il vous en faut 3 mineurs, ou bien le majeur avec un infiltrat médulaire montrant un excès de mastocytes groupés dans la moelle osseuse sur un plan histologique, qui est le critère principal d'au moins 15 mastocytes groupés ensemble. Donc ça reste vrai pour le diagnostic de mastocytose systémique. Alors, quelles sont maintenant les formes cliniques de l'adulte? Je vous ai dit, le mastocyte, ce qu'il sait faire, c'est dégranuler lorsqu'il est stimulé d'une façon allergique ou non allergique, spécifique ou non spécifique, et il va s'infiltrer. Et il va s'infiltrer dans les organes parce que c'est une pathologie clonale. Donc, il s'accumule et il augmente en quantité dans un organisme, et le plus souvent de façon chronique et non contrôlée, puisque c'est un processus oncogène. Donc, vous avez une accumulation, et si on n'est pas là avec des molécules éventuellement dans certaines formes à réduire cette charge de mastocytes anormaux, eh bien les choses progressent au détriment de la santé des patients. Donc on peut voir la mastocytose finalement avec ces diapositives qui résument les choses, où vous avez beaucoup de symptômes associés à des formes indolentes. On verra tout à l'heure, prurite, flush, des papules, des problèmes de neuropsie, des diarrhées, des troubles digestifs, on va revoir juste ça après. Et puis, ça c'est le gros spectre, qui sont indolents, impact sur la qualité de vie, beaucoup de symptômes, mais finalement des patients qui survivent sans problème, alors qu'à l'opposé, vous avez des formes avancées. Alors j'ai mis 80-20 ou 90-10, avec le temps, les curseurs bougent un peu. Pour les formes agressives, celles associées aux hémopathies et celles avec la leucémie, où là, vous avez de l'agressivité et puis là, vous avez de la mortalité surtout. Hein. Donc, ce n'est pas une forme bénigne. Les patients peuvent décéder de leur maladie avec une défaillance d'organes, ce qu'on appelle les organopathies associées à ces maladies, perte de poids, ostéolyse, adénopathie, hypersplénie, cytopénie, malabsorption, etc. Donc deux grands types sur lesquels les médicaments employés ne sont pas les mêmes. Alors quel est le top 5 des signes révélant une mastocytose systémique indolente en médecine interne? Je vous ai fait un petit résumé. Donc il y a le choc anaphylactoïde ou les malaises à répétition ou l'anaphylaxie à travers piqûres, à travers médicaments, à travers aliments, à travers différentes choses qui font que les malades vont avoir ces manifestations violentes d'ailleurs, hein, qui les amènent à consulter. Ça peut être également les flushs, ces bouffées de chaleur ascendantes,
avec changement cutané, avec un érythème cutané du visage et du tronc chez ces patients où ils se sentent mal, ils s'allongent, ça dure 20 minutes, ils ont une sensation d'être fatigue intense, et puis ils récupèrent de tout ça, mais ça peut se reproduire jusqu'à 10-15 fois dans la journée. Ce sont les flushs de la mastocytose, qui sont des flushs secs d'ailleurs, ce n'est pas des malades qui transpirent, contrairement aux carcinoïdes, des flushs de carcinoïdes, donc c'est assez stéréotypé chez ces patients. Le prurite, qui est lié à l'histamine, qui est lié à la libération d'un certain nombre de médiateurs par les patients. Et puis l'os, là c'est la partie cachée de l'iceberg, où l'ostéopénie, l'ostéoporose, jusqu'à 30% des patients vont avoir une ostéoporose, et y compris lorsque ce sont des hommes, avec une atteinte fracturaire qui est la conséquence de cette ostéoporose, qu'il faut savoir dépister systématiquement chez ces patients en faisant une densité minérale osseuse. Et puis les troubles digestifs, ils sont importants aussi, c'est plus d'un patient sur deux, avec des crampes abdominales, des diarrhées, des alternances constipation-diarrhée, des pseudo-gastroentérites et un pyrosis, bref, et des douleurs abdominales régulières qui handicapent aussi beaucoup les patients. Si on les résume comme ça, la peau, je vous ai dit, et ça sera redétaillé plus tard, c'est ce qu'on appelle l'urticaire pigmentaire, avec ces petites lésions pigmentées fixes qui peuvent s'irriter et devenir des petites papules qui grattent beaucoup les patients. Les flushs, on vient d'en parler. Le dermographisme qui peut y être associé dans 15 à 20% des cas. L'atteinte osseuse, qui, tout confondu, 70% des patients. Le système digestif, 60%. On a mis le système musculo-squelettique également. C'est les malades qui se plaignent de douleurs type pseudo-fibromyalgie. Ils sont assez plaintifs et parfois de façon très importante. Et ce n'est pas complètement en opposition à ce qu'on a constaté et validé comme étant des troubles neuropsy chez ces patients qui vont avoir de la dépression, dont on sait qu'elle n'est pas réactionnelle, mais qu'elle est liée à la maladie, parce que vous avez dans le cerveau beaucoup de mastocytes qui, lorsqu'ils sont excités, vont induire de la neuroinflammation, qu'on peut même matérialiser sur des IRM maintenant. Et un certain nombre de malades chez qui on voit des aspects de pseudo-sclérose en plaques dans le cerveau et qui vont être régressifs sous certains traitements. Le poumon, de temps en temps, on a des hyperactivités bronchiques, des épisodes de tachycardie et de malaise aussi chez ces malades, et de cystite interstitielle aussi, qui fait partie du spectre de la mastocytose. Alors, on a, il y a quelques années maintenant, au centre de référence, avec Olivier Hermine, qui est hématologue à Necker et qui est le coordonnateur du CEREMAST, montré que les symptômes de la mastocytose sont des symptômes handicapants. Alors moi j'avais pris les symptômes cutanés, mais vous voyez, si on les liste par ordre de fréquence et d'impact, on s'aperçoit qu'il y a une trentaine de symptômes qui sont vraiment très gênants pour les patients, avec une sévérité au point qu'on a amené à constituer une échelle de handicap, et on utilise au quotidien pour ces malades le MCQL, qui est un Mast Cell Quality of Life Score, qui permet d'évaluer le handicap chez ces patients, avec 3 symptômes plus un handicap retrouvé sur le plan dermatologique, mais plein d'autres symptômes comme la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, articulaires, j'en parlais, les difficultés de concentration chez ces patients, et finalement un score qui va jusqu'à 108 sur un nombre de points, léger, modéré, sévère, qui permet pour nous, alors qu'on ne peut pas screener tous les symptômes du patient comme ça, d'avoir une idée globale quand même de comment va le patient. Est-ce qu'il est moyennement handicapé, faiblement handicapé, fortement handicapé, de façon à adapter les traitements qu'on va lui donner ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et de plus en plus, vous avez des échelles de qualité de vie dans les maladies chroniques inflammatoires de nos patients, et ça nous aide vraiment pour pouvoir savoir où on met le curseur du traitement fort, traitement léger, et adapter les choses. Alors, le pronostic est lié au facteur de risque d'anaphylaxie. Quand il y a un contexte d'atopie, un antécédent d'anaphylaxie, bien évidemment, on va penser, et il faut penser, aux mastocytoses systémiques indolentes, surtout lorsqu'il y a une réaction, une piqûre de guêpe ou d'abeille, lorsqu'il y a des intolérances alimentaires décrites par les patients qui disent « je ne peux pas manger tel ou tel aliment »,
je ne peux pas boire d'alcool, et il y a une intolérance à l'alcool qui est très importante quand on a une mastocytose, et tout cela en vue de leur proposer des stylos d'adrénaline auto-injectables en cas de problème. En France, on a mis en place une carte d'urgence mastocytose avec le centre de référence, en français, en anglais, qui leur permet de voyager et qui leur permet d'avoir tous les conseils, notamment pour l'anesthésie générale, où il y a beaucoup de patients révélés par l'anesthésie générale, avec certains curares auxquels les patients ont une extrêmement mauvaise tolérance, par des antalgiques aussi, comme les dérivés de la morphine, la codéine, où les patients sont également intolérants, et il faut faire attention à ça, et donc on les informe en amont d'éviter ça, et puis en cas de problème, de savoir quelle procédure adapter. Il y a plusieurs scores disponibles pour le pronostic de ces malades, il y a des scores internationaux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, dans les formes indolentes, il y a 2 facteurs indépendants qui ont été retrouvés sur plus de 1300 patients. D'avoir un âge de plus de 60 ans, c'est pas bon. D'avoir des phosphatases alcalines élevées, c'est pas bon. Et ça, c'est pour les formes indolentes. Pour les formes avancées, dans lesquelles j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup, il y a plein d'autres facteurs qui sont retrouvés outre l'âge et l'absence de lésions cutanées, les problèmes de cytopénie, mais qui sont inhérents, je dirais, au diagnostic de mastocytose avancée. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ces cohortes, ça a permis de regarder quel est le pourcentage de passer d'une forme indolente vers une forme agressive. Et bien finalement, il est faible, il est de l'ordre de 2% chez les patients de passer d'une forme indolente non avancée vers une forme agressive. Les formes cutanées pures, 16%, elles vont continuer à être pures et ne passeront jamais à une autre forme et avec une survie de 100%. Et là, c'est une illustration justement d'une grande cohorte américaine où vous voyez sur la courbe bleue la courbe de survie des américaines et sur la courbe rouge les formes indolentes de mastocytose. Vous voyez qu'elle est strictement superposée. Donc les patients, contrairement aux patients agressifs, ici, ils vont décéder aux formes associées à une hémopathie encore pire et encore pire, les leucémies à mastocytes où les décès sont extrêmement importants chez ces malades. Ça, c'est pour la même chose, je passe. Et donc, on a d'autres, maintenant, éléments, et ça, c'est surtout visible pour les formes agressives de mastocytose, où on va prendre en considération différents marqueurs que l'âge, les cytopénies, mais également la bêta-2-méglobuline, la LDH également qui sont pris, et surtout les variations mutationnelles, d'une part, dans les mastocytes eux-mêmes, mais dans les autres lignées cellulaires, c'est-à-dire plus on a de mutations de kits retrouvées dans d'autres lignées, les éosinophiles, les polynucléaires, d'autres types de polynucléaires, les lymphocytes, plus on a de lignées atteintes et plus le pronostic n'est pas bon. Et en fait, on a des mutations aussi en épigénétique, qu'on appelle les mutations RD, qui sont également des facteurs de mauvais pronostic et des formes avancées, pas des formes indolentes, parce qu'on ne les retrouve pas dans les formes indolentes chez ces patients. Quel est le bilan biologique et moléculaire, voire d'imagerie, d'une atteinte cutanée confirmée de mastocytose? Le bilan de routine, c'est celui-ci, on en a parlé, la tryptase qui est obligatoire, et puis on revient à cette fameuse mutation de KIT qui est inhérente à cette pathologie maintenant et dont on ne peut pas faire fi pour avancer dans la problématique. La densité minérale osseuse, c'est-à-dire la densitométrie osseuse, les radiodésolons qui sont intéressantes, parce que de temps en temps vous découvrez des fractures, notamment de l'os trabéculaire de la colonne vertébrale et exceptionnellement de l'os cortical du col du fémur chez ces patients. Alors, si on a une suspicion de mastocytose, qu'est-ce qu'on fait avec une atteinte suspecte d'être cutanée, quel que soit le type, et ça sera détaillé après. On fait une biopsie cutanée chez l'adulte, je parle. Chez l'enfant, ce n'est pas du tout systématique, on y reviendra. Mais chez l'adulte, on est obligé, ça fait partie des éléments. Là, on va retrouver un certain nombre de mastocytes en excès dans la peau qui sont figurés ici en marron, puisqu'ils cernent la membrane des mastocytes. Et une fois qu'on a ça, on confirme donc qu'il y a une mastocytose dans la peau. Mastocytose dans la peau n'est pas égale à mastocytose cutanée, puisque la mastocytose cutanée, c'est lorsqu'on a fait l'intégralité du bilan exhaustif qui dit il n'y en a que dans la peau. Mais si on ne l'a pas fait, on ne peut pas le dire, on dit mastocytose dans la peau. Et donc, quant à la confirmation de la peau, on fait une tryptase sérique, on voit si elle est élevée, supérieure à 20, vous vous souvenez du critère mineur. On va chercher, et ça c'est nouveau pour vous, et c'est ce qu'on fait, j'espère que ça va génériquer un peu partout maintenant, parce que c'est
pas ultra cher, c'est la technique qui se standardise et qui est facile à faire, qui est la digital PCR. On va rechercher dans le sang, alors qu'on le faisait avant strictement dans la moelle, on fait dans le sang la charge allélique mutationnelle KIT D816V circulante dans le sang, autrement dit la charge de mutation exprimée en pourcentage quantitativement circulante chez un individu et en digital PCR dans le sang. Et puis on évalue le handicap, je vous ai dit tout à l'heure le MCQL, et bien c'est ce qu'on fait pour savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rechercher d'autres critères de mastocytose systémique chez la patiente ou pas? Là, si on a une tryptase qui est élevée, supérieure à 11,5, si on a une VAF qui est positive, quel que soit son volume, et si on a en plus un handicap chez le patient, il faut aller au bout des choses, parce que les traitements qu'on va proposer vont être adaptés à tout ça. Donc, aller au bout des choses, ça veut dire faire un myélogramme, une BOM, un phénotypage mastocytaire éventuel si on a la technique par fax, et faire la recherche également de la mutation dans la moelle, ce qu'on faisait antérieurement. Ce qu'on continue à faire, je veux dire, mais maintenant on va un peu plus en amont dans le sang, parce que les choses ont évolué, qu'on a cette nouvelle technique. Mais on n'est pas toujours obligé non plus d'aller, s'il n'y a pas de handicap, une VAF qui est très faible, une tryptase qui est négative ou normale, on a le temps, et un handicap qui est faible, on pourra y retourner, on pourra le faire, mais ce n'est pas une nécessité absolue d'y aller, ça ne changera rien à votre traitement et à votre prise en charge. Et alors, on a la chance d'avoir une RCP nationale auquel on présente des cas lorsque les cas sont difficiles, et ça oriente aussi si on va au bout, si on explore, si on n'explore pas, si on explorera plus tard, et ça permet également de savoir ça. Donc, c'est vrai qu'on est aidé par ça. Donc, 2 techniques moléculaires sont importantes, ce qu'on appelle l'ASO-PCR, c'est une PCR spécifique, et la digital PCR qui est complètement nouvelle et plus standardisée dans les hémopathies maintenant. On peut rechercher plein d'anomalies moléculaires avec cette technique. On sait qu'elle est très sensible, très spécifique. Elle peut se faire dans n'importe quel tissu, le sang, la peau, parce qu'on peut détecter la mutation bien évidemment dans la peau, qui se faisait avant en RT-PCR, mais c'est beaucoup plus sensible maintenant, donc ça nous aide davantage. Et c'est Michel Larocque à La Pitié et Yannick Chantran à Saint-Antoine qui ont mis en point cette technique, et nous on le fait maintenant en routine sur l'ensemble du territoire français pour répondre aux besoins qu'on a de détection moléculaire en amont et d'une façon relativement simple, puisque c'est une prise de sang avec un tube DTA. Donc là je passe, et sur la sensibilité. Quelle prise en charge thérapeutique des mastocytoses systémiques indolentes? Alors elles sont indolentes sur les critères qu'on a vus, c'est-à-dire il n'y a pas d'organopathie, il n'y a pas de cytopénie, il n'y a pas de dysfonction d'organes, donc ce sont des formes indolentes ou non avancées, pour reprendre un terme plus nouveau qui est la forme non avancée. Donc on évalue toujours le handicap, et on fait la prévention systématique des risques. Je vous ai parlé d'anesthésie, de certains traitements antalgiques, anesthésiques, etc. Et ensuite, j'étais trop vite, et ensuite on va proposer dans un premier temps un traitement symptomatique. Et si échec ou progression de la maladie, un traitement plus spécifique, et là vous voyez que la liste s'allonge d'année en année, avec des traitements tout à fait innovants sur lesquels je vais revenir, plus anciens qui fonctionnent et d'autres. Voilà. Alors le traitement symptomatique, il est résumé dans ce tableau. Vous avez les anti-H1, les anti-H2. En France, on a très peu d'anti-H2, ils ont arrêté le marché, je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, c'est extrêmement difficile en France de trouver des anti-H2, donc on a substitué ça par le Montelukast, qui est un anti-prostaglandine qu'on donne également dans l'asthme, et qui est le je l'ai dit, mais je ne me souviens plus, et qui est l'anti-PGD2, qui est le Montelukast, et qui remplace en gros l'anti-H2 qu'on ne trouve plus en France, mais qui marchait très très bien, qui était la cimétidine, ralitidine, famotidine. Et on peut donner des IPP aussi pour les problèmes digestifs. Et le chromogylate de sodium, qu'on n'a plus non plus en France. Vous voyez que malgré tout, on augmente certaines et on abandonne des thérapeutiques qui étaient efficaces et peu chères pour aller vers d'autres thérapeutiques. Bon, c'est comme ça. Et vous avez également donc ce chromoglycate de sodium qui se fait en préparation magistrale, mais qui n'est pas remboursé, enfin qui est compliqué à avoir, mais qui marchait bien antérieurement. Peut-être que vous en avez avant, c'était sous forme d'ampoule à boire, mais je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc. Alors, quels sont les traitements quand tous les traitements symptomatiques ne sont pas suffisants? Vos malades ont une dégradation de leur qualité de vie, ils ont des symptômes qui s'aggravent, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous leur donnez des traitements. Les plus anciens, ça a été l'interféron. Tiens, c'est intéressant, l'histiocytose, c'était la même histoire. Ensuite, on est passé assez vite lorsqu'on a eu les anticorps anti-IgE,
qui est l'omalizumab ou le Xolair, qui est utilisé maintenant de façon courante, parce qu'on a montré que c'était efficace en injection sous-cutanée tous les 15 jours, et pas une fois par mois, contrairement à l'urticaire chronique spontanée, dans lequel il a l'indication de traitement. Nous, on donne 150 mg tous les 15 jours en sous-cutané chez ces malades, avec des très bons résultats sur l'activation mastocytaire. Mais ça n'agit que sur l'activation mastocytaire, pas sur la prolifération, pas sur l'accumulation. Donc vous avez des patients très améliorés, mais c'est le haut de la pyramide, si je peux parler ainsi, du traitement symptomatique de ces mastocytoses. Là, c'était justement l'illustration du papier qu'on avait fait dans JACI, de 55 patients avec 52% d'entre eux qui avaient une mastocytose systémique indolente et qui étaient très améliorés sur les flushs, les aspects généraux vasomoteurs, la peau en termes de prurite et de poussée inflammatoire des lésions, et également les troubles digestifs à type de diarrhée, à type de gêne urinaire également chez ces patients. Et vous voyez, plus il y a de bleu et plus les patients sont améliorés. Et on voit que vers d'autres symptômes, en revanche, ça ne marche pas très bien pour tout ce qui est neuropsie chez ces patients. Et il y a une très bonne tolérance. On a eu un cas d'anaphylaxie chez un malade et depuis, on en donne régulièrement sans aucun autre accident. Alors, quels sont les autres traitements? Vous voyez la cladribine, comme l'histiocytose. De nouveau, ils ont des grandes similarités. Ça a été utilisé. Ça a été utilisé avec une grande efficacité. Moi, j'ai publié il y a quelques années dans Blood une série de 68 cas où on montrait très clairement un intérêt de ces traitements, qui est un inhibiteur, qui est une chimiothérapie déjà, qui se fait sous forme sous-cutanée, 5 jours de suite, 4 cycles, un traitement de 6 mois à peu près. Chaque cycle est espacé de 6 semaines, avec une efficacité chez ces malades, tant sur l'activation mastocytaire que sur l'accumulation des mastocytes qui diminue lorsqu'on fait des contrôles avant-après de la moelle, de la charge allélique, etc. Donc la cladribine, là c'est le papier justement, vous voyez dans les formes indolentes ici, une nette amélioration, réponse de 92%. C'était une étude rétrospective de ces 68 patients avec une réponse majeure ou partielle très importante dans ces catégories, contrairement à la forme avancée où ça répondait beaucoup moins, autour de 42% chez ces patients. Mais il y a toujours un mais, ça reste une chimiothérapie, il y a des neutropénies attendues à chaque cycle, qui ne sont pas graves. On donne prophylaxie Bactrim, Zélitrex systématique et durable au moins 18 mois parce qu'il y a une lymphopénie induite, comme ça a été dit tout à l'heure, par ce traitement qui nécessite d'encadrer par un antiviral et un antibiotique au long cours. Mais les patients ont une médiane de réponse de 4 ans sont avec un nettoyage des lésions cutanées, une amélioration symptomatique tout à fait intéressante. Ensuite est arrivé le masitinib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase. Mais on sait dans les données in vitro que ce traitement ne fonctionne pas par blocage de la mutation 816, mais d'autres kinases qui sont activées chez les patients atteints de mastocytose. Et donc, ça a eu cette étude à laquelle j'ai participé, c'est une phase 2 qui a été publiée dans Lancet, et qui était la première étude montrant l'activité de l'inhibiteur tyrosine kinase dans les mastocytoses. Et là, vous voyez que sur un score qui comprenait le prurite, les flushs, les dépressions et l'asthénie, qui devait être amélioré de 75% au terme de 6 mois de traitement, eh bien, vous avez 18,7% des patients qui étaient améliorés sur ce score versus 7% dans le groupe placebo, avec une différence significative qui a fait que ce traitement a été plébiscité. Néanmoins, il y a une deuxième phase 3 qui a été demandée de nouveau par les entités de régulation. Donc, pour l'instant, ce traitement n'a pas d'AMM, mais a de nouveau un essai en cours confirmant les premières données. Et puis, il y a les petits nouveaux qui, eux, bloquent la mutation 816 avec un effet inhibiteur extrêmement important pour arrêter l'activation et donc l'accumulation des mastocytes à visée cytoréductrice. C'est l'avapritinib, auquel j'ai participé sur un essai international dont les données
dont les résultats sont en train de tomber, avec, je vous en donne quelques-uns, avec un essai qui est positif, c'est un essai 25 mg d'avapritinine versus placebo, une randomisation à 2 pour 1 sur une phase 2, il y a une phase de définition avant la phase 1 qui retrouvait la dose optimale pour ce médicament. Et puis, le critère de jugement a été celui d'un changement d'un Total Symptom Score, le TSS, qui est un patch de 11 symptômes chez les patients. Et l'objectif, c'était de montrer une différence, un changement moyen à 6 mois entre le groupe placebo versus le groupe traité par avapritinib. Et les résultats sont au rendez-vous avec une amélioration. Il y a eu 141 patients inclus dans avapritinib versus 71 dans le groupe contrôle. Et les patients devaient évidemment avoir une mastocytose systémique indolente mais handicapante, sinon ils ne pouvaient pas rentrer dans cet essai. Clairement, les patients ont été améliorés. Je vous donne les résultats ici, avec un changement de ce score hautement significatif sur les valeurs P que vous avez à droite et significatif sur tous les critères secondaires également chez ces patients, avec une diminution de plus de 50% de réduction du TSS, une diminution de la tryptase qui prouve bien que c'est cytoréducteur, il y a moins de mastocytes présents, il y a une réduction de la charge allélique KIT D816V, c'est-à-dire il y a moins d'expression de présence de cette mutation circulante, mais ça a été également fait dans le sang et également dans la moelle, et une régression sur les BOM comparatives des agrégats mastocytaires, qui est le critère majeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, ça marche bien et surtout. Et ici, lorsqu'on regarde un peu les statistiques, la diminution effectivement du changement de ce score de handicap, TSS, à 24 semaines, c'était moins 15,6 versus moins 9,2 pour le contrôle, et une diminution de la tryptase également de façon très significative. Donc j'arrive au terme un petit peu des avancées, et là vous avez, et je pense que ça peut beaucoup vous aider, nous avons fait un protocole national de soins qui a été publié au mois de juillet 2022 sur les mastocytoses non avancées, qui est la partie dont je viens vous parler, chez l'adulte, et c'est le docteur Christina Livedanou qui est notre responsable du centre de référence des mastocytoses de Toulouse, qui a coordonné ce PNDS, dans lequel vous avez tout le détail de ce que j'ai dit et des éléments de prise en charge des patients, et que vous pouvez retrouver avec le lien qui est présent ici sur la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Donc, en conclusion, les mastocytoses systémiques avec atteinte cutanée sont les plus souvent indolentes, chroniques, on va dire inflammatoires clonales, avec un handicap qui est variable chez l'adulte. La prise en charge diagnostique nécessite une évaluation clinico-biologique et une évolution du handicap spécifique, global et éventuellement cutané. Et la modernité nous amène, et c'est une vraie aide, à faire une recherche quantitative de la mutation KIT D816V par une technique très sensible et par PCR digital, non seulement pour le diagnostic, mais également pour le suivi. Vous avez vu que les charges alléliques diminuent au cours des traitements ciblés, et ça nous guide donc dans la possibilité de traiter ces patients. Et cette recherche peut se faire dans la peau, la moelle osseuse, le sang, le tube digestif, bref, dans tout tissu qui est infiltré par ces mastocytes. Le PNDS, je viens d'en parler, et puis arrivent d'autres traitements. Là, on est dans une deuxième génération avec l'étude d'Arbor, qui est une autre molécule qui bloque également la 816, et il y en a une troisième qui est le protocole Cogent, qui arrive également sur le marché. Donc j'en finis, et je vous en remercie par cette diapositive, puis remercie mon centre qui s'occupe depuis maintenant pas mal d'années, et dont les centres vont être renouvelés cette année pour 5 ans sur l'ensemble du territoire français pour tous les centres de référence de maladies rares. Et je remercie mon équipe pour leur investissement et leur temps passé au bénéfice, enfin je l'espère en tout cas, des patients atteints de mastocytose. Voilà, bravo.